On a vu là des initiatives dans le, dans le département et des chaînes de solidarité qui se sont mis en place. Est-ce que globalement, dans la région comme en France, les amortisseurs ont bien fonctionné là depuis plusieurs mois avec cette crise sanitaire? L'année de Lavaux. Il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts extrêmement importants de la part, d'une part, de l'État et des collectivités territoriales, communes ou départements ou régions, et puis aussi des efforts de la solidarité de proximité des habitants et des associations. Sur l'hébergement des personnes en grande précarité, dont la fédération s'occupe tout particulièrement, eh bien, il y a eu des créations de places importantes par l'État. Et globalement, il y a eu une mobilisation. Il y a eu une mobilisation. Alors, c'est vrai que le taux de pauvreté en Bretagne est inférieur à la moyenne nationale. On ne peut que s'en réjouir, mais il est toujours trop fort, de toute façon. Mais ça représente quand même 10%, c'est 350 000 personnes qui sont concernées sur la Bretagne. C'est donc loin d'être négligeable. Il y a eu aussi toutes les mesures de soutien et d'aide et d'accueil, de stabilisation. Les gens qu'on recevait uniquement pour la nuit et qui, après, le matin, repartaient à la rue, continuent à être accompagnés pendant la journée, etc. Donc, il y a eu des efforts, mais notre inquiétude, c'est la sortie de ce qu'on appelle la trêve hivernale. On va en parler. Stéphane Martin, pour la Fondation Abbé Pierre, aussi mobilisation exceptionnelle. J'ai vu des chiffres, là, 180 000 € de chèques alimentaires, 360 000 € pour des maraudes. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le quoi qu'il en coûte, qui a été annoncé il y a quelques mois, a aussi bénéficié aux plus démunis ? Alors c'est vrai que l'État a quand même joué le jeu, comme tu dis, sur l'hébergement d'urgence, sur l'aide alimentaire. Peut-être que l'aide est venue un petit peu tard, ce qui fait que des associations comme la nôtre ont dû venir apporter des chèques alimentaires, soutenir les associations qui étaient en difficulté. Alors le quoi qu'il en coûte, on aimerait que ça aille plus loin aujourd'hui. On voit bien. Là, pour le plan de relance, c'était quoi, 100 milliards d'euros? Combien 100 milliards d'euros, alors il faut combien pour le volet pauvreté? Eh bien 0,8%, c'est pas assez. Donc on voit bien que même si la crise sanitaire paraît peut-être derrière nous, on le verra bien, la crise économique, la crise sociale est devant nous. Donc il faudra, plutôt que mobiliser certaines aides ponctuelles, mobiliser des aides structurelles, et donc peut-être refinancer les aides au logement, financer aussi les impayés de loyer, et puis réfléchir à nouveau à un revenu ou des ressources universelles, notamment pour les plus jeunes. On va en parler tout à l'heure. Daniel, vous partagez ce constat aussi. Il faudra pérenniser ces aides exceptionnelles? Oui, bien sûr, parce que le besoin est là, et donc il faut bien se donner les moyens d'accompagner ces personnes. Il y a un effort important aussi qui est fait, en plus de ce que disait Stéphane, dans le plan de relance, très volontariste, sur les questions d'insertion par l'activité économique et par l'emploi. Il y a là des sommes importantes qui sont dégagées, mais c'est des mécaniques qui sont longues à mettre en place, mais c'est une bonne direction. On a vu le petit panier, ce camion de la Banque alimentaire, sillonner les routes du centre-Bretagne. Est-ce qu'on peut parler aussi de précarité plus forte selon les territoires? Alors oui, c'est vrai que dans les villes, dans les métropoles, on a des mal logés, des gens à la rue, et donc la demande est extrêmement forte. Et nous, on a beaucoup travaillé sur Rennes, sur Vannes. Mais en secteur rural, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les associations, les ménages souvent sont logés mais ne se plaignent pas, et donc tout l'intérêt c'est d'aller vers eux, et donc ces services itinérants sont très intéressants parce qu'on va vers le public sans le stigmatiser, et il faut aujourd'hui appeler les élus des secteurs ruraux à innover, à trouver peut-être avec les équipes municipales ou des associations, des actions où on peut entrer en lien avec les gens, travailler sur l'accès aux droits. Il y a aussi beaucoup de difficultés sur la fracture numérique. Beaucoup de gens, pour avoir des aides, ils ne les ont pas. Et donc, c'est un travail à faire avec les élus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors, cette précarité touche aussi particulièrement certains professionnels habitués habituellement au contact du public. Les restaurateurs, les patrons de discothèques, on les a vus, les restaurateurs dans le sujet, n'ont toujours pas repris leur activité. Et puis, il y a d'autres cas comme celui de ce Rennais, Franck Vautrin. Depuis 4 ans, son commerce fait à la fois bar, bureau de poste et relais postal, bureau de presse et relais postal, pardon. Avec la fermeture de la partie bar en novembre dernier, il ne parvenait plus à se verser un salaire correct. Il a donc dû chercher un deuxième emploi et le voilà aujourd'hui aussi préparateur en drive. On l'a rencontré avec ces 2 métiers en une seule journée. Regardez. Oui, messieurs. Merci Franck. À 50 ans, Franck a fait le choix de fermer son bar l'après-midi. Le point presse et le relais colis ne sont pas rentables, les cafés emportés non plus.
Avec 80% de revenus en moins par rapport à l'année dernière, Franck ne peut plus se verser de salaire. Les aides de l'État, ce qui est bien, c'est qu'elles couvrent mes charges ici. C'est-à-dire qu'elles me payent tout. Le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone, enfin, toutes les charges de l'entreprise sont payées, quoi. Donc j'ai une stabilité au niveau de ma trésorerie. Maintenant, moi, j'ai pas de salaire. Donc je vais le chercher ailleurs. Pour arrondir ses fins de mois, Franck a postulé à un deuxième travail à mi-temps en novembre dernier. Je me suis fait une raison, quoi. Au début, c'est vrai que c'était la boule au ventre, quoi, de savoir que je fermais là, que j'allais bosser à côté pour essayer de me verser un salaire, quoi. Une situation qui inquiète ses clients les plus fidèles, privés de leur buraliste. Franck, c'est vrai que ça tire dur. Ça tire dur pour lui. Est-ce qu'il va tenir comme ça longtemps? C'est pas sûr. Hein. La fatigue, non, moi je la ressens pas la fatigue, parce que d'habitude je faisais des journées, je faisais 7h, 19h en continu, donc non, ça non, c'est plutôt, c'est psychologique, c'est le mental surtout. Madame, bonjour. À 14h, Franck change de casquette. Il passe de patron de bar à salarié dans un drive. Il a du temps le midi pour lui un petit peu, entre les deux, même si ça lui fait aussi de très bonnes journées. Et je crois que Franck ne compte pas ses heures. Franck espère retrouver pleinement le comptoir de son bar d'ici l'été, même si aucune date n'a été annoncée. On nous ferme notre commerce, donc on a beau de patron, le commerce il est fermé, on ne travaille plus, il n'y a plus rien qui rentre. Donc patron ou pas patron, il faut aller bosser quelque part. Enfin, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, pleurer dans mon coin et rester chez moi. D'abord, je ne pourrais pas, je ne peux pas rester à la maison. Donc non, il fallait que j'aille bosser, quoi. Franck s'est fait une raison. Il faudra patienter avant de retrouver sa vie d'avant. Alors depuis cette crise sanitaire, est-ce qu'on peut parler de nouveaux pauvres aujourd'hui? L'expression peut paraître maladroite, mais est-ce qu'il y a des nouveaux profils de pauvreté qui apparaissent aujourd'hui? Alors, on n'a pas envie de parler de nouveaux pauvres. On espère que ça sera relativement court pour eux. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes en fin de CDD, fin de contrat d'intérim, les salariés de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme. Et donc c'est vrai qu'on a vu des auto-entrepreneurs venir vers nous, ceux qui avaient des ressources relativement élevées et qui nous disent voilà, on n'arrive plus à faire face. On a des loyers à payer, on n'y arrive pas. On a des factures d'énergie à régler, on n'y arrive pas. Vous faites le même constat, Daniel Delabon? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a fait une enquête à la Fédération des acteurs de la solidarité, baromètre, et il ressort que 39% des Bretons considèrent que craignent une croissance forte de la pauvreté dans l'année qui vient, et 44% une croissance modérée. Mais ça veut dire qu'il y a simplement 12% qui considèrent que la situation va rester il y a une réelle stable. Inquiétude. Donc il y a une vraie inquiétude face à l'avenir et à ces situations et ces nouvelles personnes qui basculent et qui ne sont pas simplement les gens qu'on connaissait antérieurement, mais effectivement, comme Stéphane l'a dit, des travailleurs indépendants, des jeunes, évidemment, la question des étudiantes, mais vous allez l'évoquer. On va en parler, mais justement, ces jeunes qui n'ont plus ces fameux petits jobs qui leur permettraient de vivre correctement chaque mois. Justement, le débat est lancé aujourd'hui sur le RSA. Oui. Aujourd'hui, voilà, faut-il étendre ce RSA aux 18-25 ans? Ah oui, Ouais. on peut l'appeler RSA, on peut l'appeler ressources minimum, revenu universel. Garantie jeune universelle. Voilà, Qui existe déjà, hein, la garantie jeune existe. Ouais. Elle a été doublée. Le nombre d'attributaires... Donc c'est pour les 16-24 ans, c'est ça? C'est pour les 18-25 ans. Ouais. Oui. C'est combien par mois à peu près? Le nombre, alors ça dépend 500 euros. C'est On va dire de 500 l'ordre de 500 euros. Voilà. Il y avait 100 000 bénéficiaires il y a un an, il y en a 200 000 aujourd'hui, et il y a une discussion, un débat et avec une écoute attentive, une ouverture du côté gouvernemental sur le caractère universel de cette garantie jeune. Alors peu importe la sémantique, mais effectivement, si on ne veut pas utiliser le RSA, nous sommes favorables évidemment à ce que les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources puissent avoir accès à des aides financières et à des mesures d'accompagnement vers l'insertion, vers la formation, évidemment. Et surtout que dans ce département, il aurait pu y avoir une initiative, une expérimentation qui n'est pas allée jusqu'au bout. Donc il faut s'imaginer ces jeunes aujourd'hui sans ressources. Trouver un emploi en ce moment, c'est que c'est compliqué. Trouver un stage, c'est compliqué. Et quand on veut se loger, quand on n'est pas autonome, si on n'a aucun revenu, on n'y arrive pas.
Pour conclure, on parle déjà du monde d'après, le monde de l'après. Est-ce que justement vous qui êtes acteur de la solidarité, il y aura un après dans l'ingénierie sociale et aussi dans la perception que l'on a, nous Bretons, de la précarité, de la pauvreté? Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même senti des élus beaucoup plus enclins à aller vers les ménages les plus fragiles. Il n'y a pas eu de tabou et on a quand même senti qu'avec l'État, des collectivités, les oreilles étaient très attentives et qu'on a pu plus facilement peut-être se coordonner, travailler ensemble, s'acculturer à l'autre. Et j'ai quand même perçu, moi, des façons de travailler beaucoup plus agiles. Et donc, on espère que ça perdurera parce que j'ai comme l'impression que la crise sanitaire et la crise sociale vont de pair et que les jours à venir vont être extrêmement durs. Daniel Lavaux, pour conclure. Je partage ce point de vue. Il y a un besoin de décloisonnement. On a des multiples dispositifs différents qui relèvent de 36 de collectivités différentes, etc. Et le travail partenarial est plus que jamais nécessaire. Je pense que la crise a permis d'accélérer et de faire prendre conscience qu'il fallait effectivement mieux travailler ensemble. D'autant que, effectivement, les gens sont inquiets. Et si on regarde, je reviens à peut-être pas une transition avec une intervention ultérieure, sur l'impact psychologique de la crise du Covid. Dans notre enquête, 10% des personnes des Bretons répondent qu'ils sont beaucoup plus déprimés, 16% qu'ils sont plus stressés et 24% qui sont plus isolés. Donc là aussi, il y a à continuer le travail